Oui, Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de revenir un petit peu sur le contexte national qui fait que nous travaillons ce budget primitif dans ces conditions. Il y a ici des parlementaires ou d'anciens parlementaires qui ont aussi et qui votent également des lois qui nous impactent, comment dire, aujourd'hui. Donc un contexte national difficile pour les collectivités territoriales et bien entendu pour les citoyens. Le projet de loi de finances confirme l'austérité pour les collectivités locales et par conséquent attaque les services publics et les politiques publiques de proximité dont nous avons besoin sur nos territoires pour répondre aux besoins de nos habitants. Concrètement, c'est une nouvelle perte de 2,9 milliards d'euros pour les collectivités territoriales, portant à 13 milliards d'euros le montant de la DGF dont elles ont été privées depuis 2014. Les quelques centaines de millions d'euros d'aides annoncées par le gouvernement, sous conditions, et il faut bien le dire, dont seront en réalité privés la grande majorité des habitants de notre pays, apparaissent bien faibles. Pourtant, les dépenses de fonctionnement explosent. Hausse du point d'indice et revalorisation du SMIC, ce qui est une bonne chose. On s'est battu aux côtés des salariés et de leurs organisations syndicales pendant des années pour cela, mais il aurait été bien que ceci soit accompagné et compensé, par l'État. Ensuite, la suppression de la CVAE et la mise en place de nouveaux contrats de Cahors et l'imposition aux collectivités de suivre les dogmes libéraux et austéritaires du gouvernement. Une inflation sur son plus haut niveau depuis 1985, avec une explosion des dépenses de fonctionnement de plus de 10 milliards d'euros pour l'ensemble des collectivités. Et on peut avoir un regret également qu'il y ait eu un vœu sur l'énergie pour soutenir les collectivités et la population qui a été refusé au Sénat par les sénateurs LREM et LR, et également dans ce contexte des sollicitations des citoyens, notamment pour ce qui nous concerne au travers du FUL, qui risque d'augmenter très fortement l'année prochaine. Et face à ça, le gouvernement qui refuse de nouveau de mettre à contribution les plus riches, les grandes entreprises, les dividendes, ou de s'attaquer à la fraude et l'évasion fiscale, bien au contraire. Ce serait pourtant là des dizaines de milliards d'euros utiles pour les salaires, le pouvoir d'achat, les services publics, les collectivités publiques, et leurs investissements si importants pour maintenir, développer des emplois locaux et faire reculer le chômage et la précarité dans nos territoires. Quelques remarques maintenant sur le budget primitif 2023 d'Orléans Métropole qui nous est proposé. Une fois n'est pas coutume, l'enveloppe dédiée aux voiries structurantes est trop faible. Nous l'avons dit lors du budget 2022, nous le redisons à nouveau cette année, le budget infrastructure n'est pas suffisant pour entretenir correctement notre patrimoine. On avait 9,5 millions en 2021, puis 8,6 millions en 2022 et 4,5 millions en 2023. En baissant ce budget, on aggrave la situation déjà très critique. Nos voiries communautaires sont fortement dégradées alors qu'elles irriguent tout le territoire. Il est important de rappeler que les budgets permettant les requalifications de ces voiries structurantes ne sont pas ceux que les communes ont transférés dans le cadre de la CLECT. C'étaient des voiries dont la métropole avait déjà la charge depuis des dizaines d'années. Plus on repousse ces requalifications, plus les voiries se dégradent. On accumule un retard qui sera difficile à récupérer, aussi bien financièrement que par notre capacité à mener plusieurs requalifications de voiries au même moment. Je vous donne encore l'exemple de ma commune. Nous avons compté 7,3 km de voiries structurantes en mauvais état, sans y inclure la RD 2020, classée voirie très structurante. D'ailleurs, quand on va à TF1 dire que c'est moche, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire qu'on a supprimé les crédits qui étaient prévus pour sa requalification. Donc, sur ces plus de 7 km de voiries structurantes, plus de la moitié sont fléchés au plan vélo. On nous a dit que les pistes cyclables étaient réalisées en même temps que les requalifications de voiries, mais si on ne fait pas ces travaux de voirie, on ne crée pas les pistes cyclables du plan vélo et le plan vélo non plus. Dans ces conditions, le plan vélo ne peut être réalisé et depuis 2019, aucune voie du plan vélo n'a été réalisée à Saran pour ces raisons. Sur le sujet plus global des projets, on a tous constaté de lourds dépassements des enveloppes qui étaient prévues dans le PPI. Comet, pour commencer, on est intervenu sur le sujet à plusieurs reprises, ça ne vous étonnera pas. Dans le PPI, il était prévu à 101 millions d'euros, mais cela fait plusieurs fois qu'on nous dit qu'il s'approchera des 150 millions. Soit une augmentation de 50%, rien qu'avec ce projet, le PPI ne tient plus. Mais ce n'est pas tout, le projet Université Madeleine était à 59 millions, là on est à 72 millions, et dans une moindre mesure, le Pontina était à 800 000 euros, serait maintenant passé à 1,8 million d'euros. Tous
Tous ces exemples montrent que notre programmation ne tient plus et il nous semble indispensable qu'on nous présente un PPI à jour afin que tout le monde ait conscience des projets qui sont abandonnés, ceux qui vont nous coûter plus cher, et revoir les choses dans ce contexte actuel pour ne plus avoir cette impression de finances captées par la ville-centre pendant que des projets des autres communes sont mis de côté. Avec tout cela, on a une dette qui n'a cessé d'augmenter depuis le début du mandat. Nous devrions avoir 101 millions d'euros de dettes supplémentaires à la fin de l'année prochaine, 700 millions au total. Mais le choix de poursuivre cet endettement n'était pas obligatoire. Le premier projet d'émail, qui a été chiffré il y a plus d'un an, tournait autour de 130 millions d'euros. Il est encore temps d'y renoncer après la concertation et de réorienter une partie de ces crédits vers les voiries qui nécessitent des travaux les plus urgents. On rendrait un meilleur service aux habitants, on entretiendrait correctement notre patrimoine et on aurait une meilleure gestion des deniers publics. Sur les transports, nous constatons que l'étude pour un TCSP au nord débute. Ce qui serait intéressant, c'est que nous nous mettions aussi autour de la table avec le département, la région et la SNCF et qu'on discute sérieusement de la remise en service de l'étoile ferrée. La quasi-totalité de nos communes sont traversées par des chemins de fer. Il y a un potentiel de créer des navettes ferroviaires entre elles. D'ailleurs, la semaine dernière, il a été question par le département de liaison ferroviaire entre Neuville-aux-Bois et Orléans. Ce serait très efficace sur le plan de l'environnement, avec des infrastructures ferrées déjà existantes, et avec un système de parcs relais dans chaque commune, on limiterait le nombre de véhicules en agglomération. Par contre, une autre étude serait intéressante en termes de transport. Dominique Trippet a eu raison de revenir longuement sur le sujet. C'est le budget le plus important, vous l'avez dit. C'est aussi un budget conséquent pour les familles et essentiel dans l'ambition de développer une métropole durable et plus respectueuse de l'environnement. On arrive à la fin de la DSP avec Keolis. On pourrait peut-être discuter des différents modes de gestion possibles. Ne soyons pas dogmatiques. La DSP n'est pas le seul mode de gestion valable pour un réseau de transport et on voit au quotidien que la qualité de service n'est pas au rendez-vous. Je ne reviens pas sur les plus de 1000 annulations en 3 semaines, mais on voit bien que la DSP actuelle ne fonctionne pas correctement. On est donc en droit de s'interroger sur l'opportunité de s'obstiner à rester en délégation de service public plutôt que d'avoir une gestion directe du réseau TAO. Enfin, je ne suis pas sûr de voir encore en 2023 une tarification au quotient familial, comme mes collègues l'ont déjà fait remarquer. Vous le savez, nous sommes pour la gratuité des transports en commun et il faudrait un vrai débat sur ce sujet. Oui, cela a un coût, auquel il faut retirer donc les 2 millions d'euros de la fraude, mais la pollution a aussi un coût sur la santé, sur nos vies, sur l'environnement. Alors engageons le débat, allons-y par étapes, commençons par regarder les villes et les agglomérations de droite comme de gauche dans notre région, des petites villes comme des plus grandes agglomérations qui l'ont mise en place. Et d'ailleurs, il faut remarquer que personne ne revient sur cette mesure. Le dernier sujet sur lequel j'aurai un mot, c'est celui du crématorium. Il faut qu'on anticipe dès maintenant l'extension des cavernes et columbariums pour proposer des sépultures aux défunts avant que nous manquions de place. On ne peut pas se retrouver dans la même situation qu'il y a quelques années, où par manque de disponibilité, plus de 150 urnes ont été stockées dans des placards. C'est irrespectueux pour les familles. Et sur un autre sujet, nous l'avons déjà dit l'année dernière également, on ne peut pas rester éternellement avec une salle des cérémonies si petite. Ce n'est pas digne de la taille de notre agglomération. Nous sommes nombreux à avoir assisté à des obsèques au cours desquelles les proches étaient dans le couloir ou dehors. La salle est trop petite, on le sait depuis longtemps, et l'installation d'écrans TV comme c'est prévu n'est pas à la hauteur des enjeux. Pourtant, on a encore voté en juin dernier un compte administratif excédentaire de plus de 2 millions d'euros. Nous le pouvons financièrement, alors nous devons de prévoir ces travaux pour les familles. Je vous remercie.